Le département de la justice des États-Unis, pilier de la démocratie, est en train de s'effondrer. Des milliers de procureurs et d'agents du FBI démissionnent massivement. Et la question est simple. Pourquoi cette crise? Ce n'est pas seulement une révolte interne, c'est un cataclysme judiciaire. Le système que vous pensiez solide s'effondre sous vos yeux et ce n'est pas une simple erreur administrative. Non, ce qui se cache derrière tout ça pourrait bien être encore plus choquant. Et vous, en tant que citoyen, avez-vous conscience de ce qui est réellement en jeu ici? Si vous pensez que vous savez tout, attendez de découvrir ce qui est en train de se jouer. C'est bien plus vaste et dangereux que vous ne le croyez. Ce qui se passe actuellement dans les bureaux du DOJ à Minneapolis n'est pas un cas isolé. C'est un signe alarmant d'un système judiciaire en train de s'effondrer. Des départs massifs de procureurs, des agents du FBI qui quittent leur poste, des pressions croissantes de tous les côtés. C'est la fin d'une ère. Comment en sommes-nous arrivés là? Et pourquoi maintenant? C'est une question que beaucoup se posent, mais la vérité est plus dérangeante encore. Ce n'est pas une simple crise de leadership, c'est la remise en question de la structure même qui assure l'intégrité de notre justice. Imaginez un instant un système judiciaire où les règles de base sont ignorées, où la confiance est complètement brisée. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et la véritable question est, qui en paye le prix? Et si cette situation s'aggrave encore, que se passera-t-il? Le plus frappant dans cette crise, la réponse glaciale du numéro 2 du DOJ, Todd Blanche, lorsqu'on lui a demandé de commenter les démissions massives des procureurs. Sa réaction? Pas de commentaire. Un silence lourd, presque indécent. Mais regardez de plus près. Ce silence n'est pas juste une réponse, c'est une admission. Une admission que même les plus hauts responsables du gouvernement n'ont plus de contrôle. Le déclin est devenu tellement évident que même ceux qui restent sont écrasés par le poids du scandale. Ce qui manque dans cette histoire, la reconnaissance de l'ampleur du problème, personne ne veut l'admettre, mais la vérité est là, évidente, comme un témoin silencieux dans une pièce pleine de fumée. Et voici ce qui est encore plus choquant. La fuite des cerveaux continue sans que personne n'y fasse vraiment attention. Qui, dans cette institution, va encore défendre les principes sur lesquels elle a été construite? À ce point, la situation est déjà bien au-delà d'une simple crise interne. Le DOJ n'est plus qu'une coquille vide, un reflet déformé de ce qu'il était. Imaginez un instant, cette même situation s'est déjà produite par le passé, mais à une échelle bien moindre, lors de scandales comme le Watergate. Mais aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Ce qui se passe maintenant n'est pas juste une défaillance des institutions, mais c'est une normalisation du chaos. C'est comme si, petit à petit, des règles fondamentales étaient effacées de la carte et que les actes qui auraient été impensables il y a quelques années sont désormais quotidiennement acceptés. Et ce qui est encore plus perturbant, la manière dont cela devient la nouvelle norme. L'effondrement est subtil, mais puissant. Les démissions ne sont pas isolées, elles sont la conséquence directe d'une pression systématique exercée sur des personnes qui croyaient encore à la mission du DOJ. Si cela continue, à quel point une institution aussi cruciale pour la démocratie peut-elle se maintenir? Le chaos ne se limite pas aux démissions, il s'étend aux décisions prises au sommet. L'irrationalité des actions du DOJ ne fait qu'empirer. Prenez l'exemple de l'affaire de Don Lemon. Jamais une personnalité aussi importante n'aurait été traitée de cette manière sous n'importe quelle administration. Au lieu de suivre le protocole habituel, permettre à un accusé de se rendre par citation à comparaître, ils l'ont arrêté en pleine nuit, menotté et emprisonné. Pourquoi une telle exagération? Ce traitement dégradant, sans raison apparente, n'est pas simplement une erreur de jugement, c'est un message. Le DOJ cherche-t-il à punir ses opposants de manière publique ou est-ce une tentative de forcer une dynamique politique par tous les moyens? Et regardez bien ce qui se passe dans le même temps. Des procureurs prêts à ignorer les directives judiciaires, des fonctionnaires qui se battent pour maintenir un semblant de professionnalisme dans un environnement devenu hostile. Ce qui est clairement évident ici, c'est qu'une fois la ligne franchie, il n'y a plus de retour en arrière. Comment les acteurs du système judiciaire, ceux qui sont encore là, peuvent-ils défendre ce qui est devenu une pure farce?
Les événements s'enchaînent à une vitesse vertigineuse et la pression ne cesse de monter. À peine le chaos dans les bureaux du DOJ semble-t-il se stabiliser que de nouvelles scandales éclatent. En Minneapolis, une affaire de meurtre, celle de Renee Good, est mise de côté, tandis que les enquêteurs sont dirigés ailleurs, accusés de se concentrer sur des cibles politiques. Le Minnesota, autrefois un modèle de justice, est désormais incapable de remplir ses missions de base. Les affaires sont négligées, les délais manqués. Et pendant ce temps, à Washington, des agents du FBI, incapables de répondre aux besoins croissants sur le terrain, sont réduits à l'impuissance. L'enquête sur Epstein continue de paralyser l'ensemble de la structure. Et qui est en première ligne? Les citoyens qui subissent de plein fouet cette défaillance. Les coupables marchent librement, tandis que la justice semble se perdre dans un tourbillon d'incapacité et de démission. Si cette spirale continue, à quoi ressemblera un pays sans justice? Mais au-delà des chiffres et des scandales, il y a un aspect qui ne doit jamais être négligé, les conséquences humaines de ce désastre. Imaginez un instant être un procureur ou un agent du FBI encore là, malgré tout ce chaos. Chaque jour devient un combat, non seulement contre un système défaillant, mais aussi contre soi-même. Vous vous demandez, puis-je encore défendre la justice? Est-ce que ce que je fais a un sens? La vérité, c'est que de nombreux fonctionnaires, comme ceux dans les bureaux du DOJ à Minneapolis, sont arrivés à un point de rupture. Ils restent uniquement pour des raisons pratiques, un emploi, une stabilité. Mais ils sont désormais coincés dans un système qui ne fait plus sens. Et ce sont eux, au final, qui payent le plus lourd tribut. Ces fonctionnaires ne sont pas des ennemis, ce sont des êtres humains pris dans une machine qui les broie. Si vous vous sentez proche de ce sentiment de perte, dites-le dans les commentaires. Cela pourrait être n'importe qui, vous ou moi. Ce qui se passe au DOJ n'est pas un accident isolé. C'est le reflet d'un système qui, sous pression, a commencé à s'effondrer de l'intérieur. Pourquoi ce chaos? Parce qu'il y a une dynamique puissante qui gouverne la peur, l'influence et le spectacle. Le système judiciaire n'est plus qu'une vitrine, une illusion. Les décisions ne sont plus prises sur la base de principes, mais en fonction de l'agenda politique, des pressions médiatiques et des intérêts de pouvoir. Quand un procureur se demande s'il doit poursuivre une affaire en fonction de sa crédibilité professionnelle ou de ses loyautés politiques, c'est là que le système a perdu sa voix. Ce qui était autrefois un pilier de la démocratie devient maintenant un terrain de jeu pour des forces extérieures qui manipulent les leviers du pouvoir. Ce ne sont plus des erreurs de jugement. C'est une stratégie délibérée. La justice devient un spectacle, une marchandise. Un tel système ne peut durer. Et pourtant, il semble qu'il se développe presque imperceptiblement comme une tache d'encre qui s'étend. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Nous avons deux chemins possibles devant nous. Le premier est celui de l'implosion totale. Si la tendance actuelle continue, il est probable que le DOJ et le FBI finiront par se retrouver dans un état de paralysie totale, avec des départs massifs et un manque criant de leadership. Cela ouvrirait la voie à une justice à deux vitesses, où les puissants continuent de se protéger et où les citoyens ordinaires sont laissés à eux-mêmes. Un tel système ne pourrait pas durer longtemps avant que la confiance publique ne soit complètement détruite. Le deuxième scénario est plus incertain. Peut-être que, sous une pression intense, une réforme radicale pourrait se produire. Mais à ce stade, cela semble presque utopique. Les fractures sont tellement profondes que toute tentative de réparation risquerait de creuser davantage la division. Et tout ça, à mesure que les forces extérieures continuent d'influencer le cours des événements. L'incertitude est totale, mais la pression est là, et la prochaine décision qui sera prise pourrait bien être celle qui changera tout. L'histoire que nous venons de raconter n'est pas simplement celle du département de la justice en déclin. C'est celle d'une institution qui, sous l'effet d'un pouvoir de plus en plus centralisé, perd ses fondations et menace de faire imploser tout un système judiciaire.
Ce qui semblait une colonne vertébrale de notre démocratie devient une machine à alimenter les intérêts politiques. C'est une crise bien plus grande que ce que nous imaginions. Si cette dynamique continue, que restera-t-il de la justice aux États-Unis? Et surtout, quel rôle pour les citoyens quand ceux qui sont censés défendre la loi deviennent les instruments de son érosion? Ce n'est pas un simple incident isolé. C'est la manifestation d'un dysfonctionnement systémique. Nous sommes à un tournant et chaque décision qui sera prise à partir de maintenant façonnera le futur de la justice. Restez avec nous, car nous continuerons à vous apporter des analyses essentielles sur l'évolution de cette situation. Abonnez-vous pour suivre cette histoire qui est loin d'être terminée.